l'histoire de Métal Hurlant Réel, chaque fois qu'on m'a posé des questions, j'ai dit faites bien attention, parce que je ne suis pas très bien placé, vous feriez mieux de lire la revue, elle parle elle-même. Mais si vous me demandez en quelle année arrive X ou Y, je risque de vous mentir et de refaire l'histoire. Je m'appelle Jean-Pierre Dionnet et entre autres dans ma vie qui a été non pas longue mais très occupée, j'ai été le créateur d'une revue qui s'appelle Métal Hurlant. 4e chapitre de l'Incale Lumière, une aventure de John D. Fool par Alexandro Jodorowsky et Moebius. Mise en couleur, Yves Chaland. Neurasthénique, classe Struggle. Les insurgés préparent quelque chose, chef. Et son ophidité majeure qui ne peut se résoudre à appeler l'empérodatrice. Prêt pour la nucléotactique? Prêt. Alors contact. Continuez à filmer, nom de Dieu! Vite voir, nous avons ouvert une brèche. C'est l'arrogance de la jeunesse, l'idée de penser ouais bah je serai le meilleur, je vais faire le meilleur journal, et de le croire tellement que ça marche. On était toute une bande qui était passionnée de science-fiction, de fantastique, de bizarre, de choses violentes. Alors il y a des variations. Moebius était déjà plutôt penché sur des philosophies orientales et des choses comme ça. Alors que Druillet dirait j'étais très rock symphonique. Donc c'était déjà deux mondes très différents. Moi j'étais banlieusard, mais entre guillemets d'une bonne famille de militaires. Donc on avait des différences assez grandes, etc. Mais je pense qu'on avait en commun la passion de la science-fiction écrite, de l'illustration de science-fiction, des choses comme ça. Donc au départ, c'est parti comme un journal de science-fiction. Et comme tout truc où on a une idée précise, après ça part dans tous les sens et ça devient autre chose. Et il y a des fois, quand je revois un dessin, je me dis comment ça peut être dessiné aussi mal. Et je vois que des erreurs, des jambes immenses, des tout petits bras, une tête approximative. Je m'appelle Franck Margerin, je suis auteur de bande dessinée. Donc j'ai dessiné dans Métal Hurlant pour la première fois en 1976, dans le numéro 6. Sans la rencontre avec Dionnet et sans, je dirais même sans Manœuvre, parce que Manœuvre m'a poussé à créer Lucien. J'en serais pas là. Maintenant, je sais pas où je serais. Je serais peut-être, si j'avais pas fait de la BD, j'aurais été comédien, parce que j'étais beaucoup attiré par le cinéma, par la réalisation, par plein de choses. Et si ça se trouve, je serais 10 fois plus connu, 10 fois plus riche. J'en sais rien. À l'époque, je peux me promener avec mon carton à dessin sous le bras et j'allais voir des maisons d'édition, mais pas de bande dessinée dans un premier temps, plutôt je cherchais du côté de l'illustration, parce que bon, la BD était un rêve, mais n'ayant pas vraiment fait de BD, j'avais pas de scénario ni rien, je pensais que c'était quelque chose d'assez inaccessible pour moi. Donc j'ai commencé à aller voir des maisons d'édition comme Nathan, pensant vendre quelques illustrations ou trouver un boulot d'illustrateur. Et puis, chez Nathan, il y a un type qui s'appelait Farkas, Bernard Farkas, qui était un des 4 piliers de Métal Hurlant, un des 4 fondateurs. Et lui a vu mes dessins, il a dit « Oh tiens, ça pourrait intéresser Dionnet ». Alors je dis « Bon, je sais pas qui c'est ». Il m'a expliqué, on a fait un journal avec Dionnet, Druillet et Moebius qui s'appelle Métal Hurlant. J'avais jamais entendu parler. Et tu devrais aller le voir. Moi, je dis, bon, ça coûte rien d'aller voir. Donc, j'ai pris rendez-vous et je suis arrivé dans une espèce de petite remise qui était rue Yves Toudic, je crois dans le 11e. Et c'était vraiment minuscule, de avoir 25 mètres carrés, tout est pour tout, pour faire les bureaux, le stock, etc. Et j'ai vu Dionnet qui était là avec juste une dame qui était la secrétaire. Et donc, il m'a fait attendre parce qu'il était en train de faire des papiers, des machins, tout ça. Et j'ai attendu à peu près 1 heure et j'osais rien dire, j'étais un peu timide. Et puis lui, il avait carrément oublié. Enfin, il savait pas trop ce que je venais faire. Il faut dire la vérité. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux téléphoner parce que j'ai un rendez-vous après, puis il faut que j'appelle pour dire que je serai en retard. Alors du coup, il était tout confus, il me dit, ah merde, excuse-moi, mais
Il fallait me le dire, montre-moi tes dessins et tout ça. Et puis, ça l'a fait marrer. Il m'a dit, écoute, si tu as une idée pour faire une petite BD, par exemple, 4 pages, bah, tu me la fais, puis tu viens me la montrer. Si ça me plaît, je la passe. Et quelques temps après, je lui ai amené donc Simone et Léon. C'était ma première BD. Ça lui a plu. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Faut dire la vérité. La Patte Métal Hurlant, c'est le journal qui prenait un peu des risques. C'est-à-dire que on doit ça aussi à Dionnet qui savait découvrir des talents et qui savait donner sa chance à plein d'auteurs. Bon, c'est vrai que c'est un journal qui des fois, le mec se lâchait un peu. Pierre Ouin, il lui racontait des histoires de junkies parce qu'il était là-dedans. Et tout le monde avait apporté son truc et ça faisait une sorte de gros melting pot assez savoureux de tout ce qui était un petit peu branché à l'époque, quoi. Franck Margerin présente Le Binocle. C'est dur de rentrer un lendemain de cuite. T'as raison, je serais bien resté au pieu. Bon, allez, rentrez, les gars. Je suis votre prof de français. Vous avez intérêt pour m'emmerder, je vous le dis tout de suite. On va commencer par une dictée. Je sais que ça vous gonfle, mais ça vous fera pas de mal. Allez, prenez vos copies. C'est un poème que j'ai écrit moi-même. C'est assez enlevé, je pense que ça devrait vous botter, les mecs. Et c'est parti. Les petits loupards, dans leur panhard, et les Rocky en Gordini. Moins vite, monsieur. Les petits loupards dans leur panhard, et les Rocky en Gordini. Et les crevasses, t'as bien le... S'arrachent les tifs quand je les gratte, sur le périph' dans ma frégate. Merde, comment ça s'écrit, Gordini? S'arrachent les tifs quand je les gratte, sur le périph' dans ma frégate. Eh, ça t'embêterait pas de me la recopier? J'ai oublié mon stylo. On vous improviserez la suite parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Je ramasse les copies dans 10 minutes. Après ça, je me casse. Hein. Je dois terminer de remonter ma triomphe si je veux partir en week-end. Je ne me suis jamais, en amitié, en fréquentation, en goût littéraire, intéressé à des gens qui avaient les mêmes goûts que moi. J'ai moi. Donc c'est vrai que j'ai parfois même publié des choses que je trouvais limite graphiquement ou limite au niveau de ce qu'elles racontaient, mais qui me paraissaient intéressantes. C'est-à-dire que c'est à peu près comme si en musique, j'avais pas voulu choisir entre le rock'n'roll, Fréhel, le ska, l'opéra de Pékin, les chœurs de l'armée rouge et la variété française. À partir du moment où c'était quelque chose qui était fait, qui existait, et qui allait dans une direction claire, je le publiais. Alors il y avait des gens avec qui je m'entendais parce que j'étais aussi d'accord sur le fond, mais ils m'intéressaient moins que ceux à qui je n'étais pas d'accord sur le fond. Et je me souviens que dans les réunions métal qu'on faisait, entre un dessinateur qui était en avance sur son temps dans un style graffiti, qui était Max, et Paul Gillon, qui est pour moi le plus grand dessinateur classique du monde, quand ils se parlaient dans les coins, j'osais pas m'approcher, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont à se dire, ces deux-là ? Même si c'était très métallique et très science-fictionnel, métallique pour le côté rock, dont s'occupait principalement Philippe Manœuvre, qui est devenu ensuite le rédacteur en chef de Rock and Folk. C'était pas exclusif. C'est-à-dire que les portes étaient grandes ouvertes à plein d'autres choses, à d'autres sources d'inspiration, à d'autres auteurs, à d'autres expériences. Et donc on pouvait vraiment trouver toutes sortes de bandes dessinées, y compris des bandes dessinées aussi réalistes socialistes que les miennes, enfin réalistes sociales. Je m'appelle. Donc je suis Chantal Montellier, je suis dessinatrice de bande dessinée un peu par hasard. Mais enfin comme ce hasard dure depuis maintenant une trentaine d'années, on ne peut plus appeler ça du hasard, on peut pas appeler ça une erreur persistante. En tout cas un plaisir. Chantal Montellier, qui a toujours eu des convictions politiques absolues, elle m'apportait beaucoup. Moi j'étais un petit macho dragueur de banlieue timide, donc qui ratait son coup. Elle, c'était une féministe pure et dure. J'adorais ça. Il était une fois, dans le Val-de-Marne, un certain Alex Barbier,
qui courait la jeune fille isolée pendant ses heures de loisirs. Pendant le reste du temps, le susdit Barbier était inspecteur de police. D'ores et déjà, monsieur le commissaire, je puis vous affirmer que partout où sera le tueur de la Marne, j'y serai aussi. J'y compte bien, mon petit Barbier. J'y compte bien. Engagé dans la brigade d'Indigang, l'inspecteur Barbier multiplie les crimes. Et si son chef se rendait compte de quelque chose? Ce qui me plaisait dans Métal Hurlant, c'est que ça dérégulait. Et moi, j'adore ça. C'est mon côté anard, voire emmerdeuse, fouteuse de merde, que me reprochent beaucoup nos amis les policiers. J'aime bien quand ça tourne pas complètement rond, quand il y a des accidents, alors de préférence pas mortels, quoi. Mais si vous voulez, qui amènent justement à voir autre chose, à penser autrement, à s'arrêter, vous voyez, à relativiser, comment faire un pas de côté, voire plusieurs, à changer de perspective. Et Métal était un grand dérégulateur à ce moment-là, il me semble, je crois. Le simple fait de publier déjà Chantal Montelier et son Brigadier Andigang et ses fictions que certains ont qualifiées de morbides. Mais enfin, bon, si mes fictions sont morbides, alors tout est morbide. Enfin, je veux dire, oui, ça fait de la place justement à ce qui est aujourd'hui très très évacué, il me semble. Il faut que tout soit clean, clinique, la mort n'existe pas, la souffrance n'existe pas. On pouvait parler de la mort, on pouvait parler de la souffrance, on pouvait parler de l'oppression, on pouvait parler de la politique, on pouvait parler des femmes, vous voyez, tout était... Donc, si vous voulez, moi, mon souvenir, s'il y avait fierté, elle serait par rapport à ça, c'est-à-dire d'avoir été une dessinatrice libre dans un journal libre. Oui, je vous en prie, ouais, tu sais. Serge Clair, dessinateur. Oui, mais Serge Clair, je l'ai emprunté à sa maman, en faisant des lettres à sa maman et en disant « Madame, je vous garantis que c'est pas la peine qu'il passe son bac. » Qu'il s'en sortira très bien dans la bande dessinée. Je viens de terminer de bosser, je suis... fin de journée, je suis rincé. Et c'était vraiment un enfant. Avant c'était Pilote qu'on achetait, puis d'un seul coup il y a eu Métal et donc il n'y avait pas d'autre issue, il fallait que je travaille pour Métal. Il fallait, absolument. Donc le 1, le 2, le 3. Alors c'était assez dur de les avoir, je crois qu'il fallait vraiment aller peut-être à Lyon pour les avoir, les commander, c'était pas distribué partout au début. Moi j'étais en province, j'étais à Roanne. Il me semble, je crois avoir un flash, me rappeler de tenir le numéro 3 avec une couverture de Moebius dans mes mains tremblantes sur la route, je pense d'une convention, enfin d'un festival. Il me semble bien que ça avait été un truc à Toulouse. On sentait qu'il y avait un enthousiasme. Il y avait Moebius, il y avait Tardy, il y avait Druyet, il y avait vraiment une fougue et une vie. Ils faisaient vraiment ce qu'ils avaient envie de faire. Donc ça, les débuts sont toujours fantastiques, quoi. Comme je dessinais, moi j'ai envoyé des crobards par la poste et puis... mais juste, voilà, comme ça, pour dire, voilà, je fais des dessins. Et en retour de courrier, je suis engagé, donc je suis tombé à renverse par terre. Chers téléaddicts, vous êtes des petits vernis, bien calfeutrés au fond de vos conapis, à visionner en 3D cette city émeute d'une envergure exceptionnelle. Mais ici, des hommes se battent pour leur liberté, leur droit à se rapprocher de la surface, leur droit à la drogue SPV gratuite et pour tout simplement leur droit à l'émeute. Passons maintenant à la vision directe de la tentative d'investissement du palais présidentiel par nos émeutiers. Le tout entrecoupé bien sûr de quelques flashs publicitaires. Serge Clair, c'est très très drôle parce qu'il a en projet une grande histoire de Métal Hurlant en bande dessinée depuis des années que j'attends avec impatience, car j'ai commencé à la lire et je me suis dit mais il ne parle pas du même journal que moi. Ou plutôt, il parle du même journal mais il n'a pas du tout vu les mêmes choses. Alors il y en a où je sais que c'est faux et il y en a où je me dis c'est peut-être vrai. Ce dont je vous parlais tout à l'heure...
effectivement, je suis en train d'écrire Metal Hurlant Story, une histoire un peu romancée de métal. Une bande dessinée même très, très romancée. Normalement, il y avait j'avais prévu ça en 2 couleurs, mais j'aurais pas le temps de faire 2 couleurs. Donc ça, c'est les premières planches. Donc, intérêt à mettre des aplats noirs et puis les text-off en noir aussi pour que ce soit encore plus lisible. En fait, j'en fais une ouverture qui se passe dans l'église. Ça s'appelle La Révélation. Dionne qui a la révélation. Dieu lui apparaît dans une église et il dit « Allô, n'ayez pas peur, ceci est une apparition ». Il y a Mauriac qui est là aussi dans un coin. Donc Dieu leur dit « voilà, vous allez fonder un journal, tu appelleras Metal Hurlant, et puis toi tu écriras des romans sur la petite bourgeoisie chrétienne ». En fait, il croit que une des prédictions s'adresse à l'un et à l'autre. C'est un peu... Ils confondent tout. En fait, ils partagent un studio. Mauriac dit mais c'est quoi la BD au fait, j'y connais rien. Ouais, il cherche du pognon. Il s'adresse à la paye. Et on entend Nabul, il dit ouais, on va faire un journal super. Ouais, on va l'appeler Métal. Et si on le faisait tout sur contre vents et marées. Ouais, après il y a Fondation pour la gueule, Yves de création. Jean-Pierre exige un bureau, une machine à écrire, une secrétaire, des bretelles pour son pantalon. Leurs yeux lançaient de beaux éclairs. Enfin bon, je raconte mal, hein. Je raconte super mal. Vraiment, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est de retraduire l'ambiance de l'époque et un peu Paris, et puis la musique. À un moment, je fais les années 80, quand il y a la pop, comment on appelle ça, toute la new wave qui déboule, j'avais envie un peu de parler de ça. Puis des clubs, il y avait le Rose Bonbon, des endroits où on s'amusait, quoi. J'ai eu envie de traduire un peu une période d'une dizaine d'années comme ça, avec... mais pas que le journal, un peu toute l'ambiance autour. Donc, il y avait Blitzkrieg, ouais. Metal, c'était franchement aussi la dent dure en même temps. L'homme des cavernes. On pouvait craindre le pire, c'est encore pire. Cette sinistre pantalonnade préhistorique est la chose la plus nulle qui ait traîné sur un écran depuis le Carbonifère. Autant vous dire que l'intrigue et les dialogues sont réduits à leur plus simple expression. Les héros imbéciles et néandertalesques de cette sombre farce ne communiquent que par gestes ou bruit de gorge sommaire. Ringo Starr, répondant au doux nom de Hatuk, est le cerveau d'une tribu de Mongoliens et voudrait bien tringler Barbara Bach, mais Lana, c'est son nom de caverne, est déjà maquée avec la grosse brute de chef, Tonda. Bref, après avoir accumulé un certain nombre de conneries notoires, il est saqué de la tribu comme un malpropre et monte un autre clan avec d'autres rebuts. Par hasard, il découvre le feu et tente de ravir Lana aux griffes de Tonda. S'ensuit une bagarre générale, émaillée de gags sordides pendant lesquels on s'emmerde copieusement. Pierre Benin. C'était ça qui faisait Métal, c'était le manche-livre ou Blitzkrieg, et c'était des articles assassins quand même. Donc j'ai une séquence comme ça où je fais des articles assassins. Jean-Pierre veut du sang, les lecteurs veulent du sang, je veux du sang, il y aura du sang. Il y avait Druyer qui se prenait pour une rockstar en cuir noir avec des bagues tête de mort. Je dis ouais, il y avait Druyer. Il y avait Giraud qui avait son costume blanc et son Panama. Il y avait Voss avec ses foulards machin et tout. Je dis notre groupe, il avait un drôle de look. Il y avait Caro habillé tout en noir, qui était haut comme ça, qui jetait sur des skinheads parce qu'il était punk. Il disait je vais vous péter la tête à vous. Et les 3 skins le mettaient dans le parterre, mais il continuait à se défendre par terre. Pas mécontent de s'arracher de cet enfer, hein les gars? Bien sûr, là c'est 10 fois pire que cette putain de bataille contre les Médusiens. Oh, Craignos, le Kebra, le matin il est peinard avec une loutre de luxe et le soir, il a mis à feu et à sang toute la galaxie. Quel manche sur sa planète pérave, il a l'air cave. Quand on arrivait quelque part dans les festivals, on voyait les mecs qui nous regardaient un peu de travers en disant ça c'est la bande de Métal Hurlant, et on était un peu les enfants terribles quoi de la BD. Il y a eu des fêtes chez moi, paraît-il. C'est vrai que Métal Hurlant avait vraiment des gens se retrouvaient dans ma baignoire, des choses comme ça. Une image qui était différente des autres et on aimait bien ça. C'était une rédaction assez soudée, on était tous assez jeunes, donc on se retrouvait avec une communauté d'esprit, quoi. Donc
On se fréquentait pas mal. Avec Lucien, en même temps, il y avait Trambert Jeannot qui avait créé Kebra, il y a eu Dodo Benradi qui avait créé Les Cloches. Bon, c'était peut-être quelques mois après, mais ça arrivait très vite en même temps. Il y a eu aussi Yves Chaland qui a apporté son style, Serge Clair. Tous ces gens-là ont contribué à tout un mouvement, effectivement, très musical, enfin, d'univers un peu rock, banlieue et tout ça. Et après, bon, il y avait une couleur. C'est vrai que le journal avait presque plus une couleur rock qu'une couleur science-fiction, quoi. On réédite chez Bourgois Les Garçons Sauvages de Burroughs. Oh, oui, oui, oh. Ben non, imbécile, pas Tarzan. On parle de William Burroughs, dont vous lirez bientôt des articles dans Métal. Faut pas oublier Robial, qui a été un partenaire dormant du début. Robial qui avait compris aussi, parce que c'est un accoucheur, Robial, ce qu'on voulait faire. Je m'appelle Étienne Robial, je suis graphiste, éditeur et je suis actuellement directeur artistique général de Canal+. À l'époque, j'étais libraire, j'avais la librairie Futuropolis. Étant ami avec Dionnet, connaissant le plaisir que j'avais à mettre en page les choses, j'avais déjà fait beaucoup de pochettes de disques et j'avais touché à la chose magazine, m'a demandé tout naturellement si je pouvais réfléchir à son projet. Pour moi, surtout, c'est une expérience formidable sur le plan professionnel. C'est que c'est grâce à Métal Hurlant que j'ai pu expérimenter tous ces artifices visuels de choses extrêmement radicales. On titre de façon sèche, noir-blanc, très clair. On va tout de suite au but, sans passer par des petites frises ou des petites décorations. Il y a des jours où on a envie de crier « Métal !» On installait sur les portes de placard le chemin de fer et hop, il fallait tout de suite remplir. Et tel dessinateur n'avait pas su contenir ses élans dans un 16 pages et on se retrouvait avec 17 pages. Il y a des jours où on a envie de crier « Métal !» Le titrail Métal Hurlant, encore une fois, en lettres bâton, très, très russe, 1920, et traversé par 3 éclairs, 3 flashs blancs. C'est l'éclair de Robial. Qui donnent toute la profondeur aux lettres, c'est-à-dire ces 3 petites flèches qu'on a l'impression de voir en premier plan, qui donnent un peu de volume à la couverture. Ça, je me suis bien amusé sur cette couverture. Alors, vous voyez, déjà, c'est mal fait, il n'y a pas la date. On ne sait pas de quand ça date. Voilà, mai 76. Oui, on voit là, les trucs sont faits à toute vitesse. À toute berzingue. Ah oui, il est sympathique là dans le texte. Il dit que je parle comme Carrette ou comme Le Vigan, c'est quand même plutôt bien. Non, mais c'est très bien. À l'extérieur, les signes néfastes s'accumulaient sur le vaisseau. Les yeux hallucinés, les marins voyaient le seigneur de lumière, feu, tonnerre, darder ses rayons sur la griffe d'argent. Horrible présage. Tu ne partiras pas. Je veux cette femme. Ce visage me hante depuis des siècles. Tu nous tueras tous pour une pute. Tu ne partiras pas sans nous. Tu ne peux vaincre ce monde seul. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je suis Sloan, le tigre, la plaie, le sang. Tu ne partiras pas sans nous. Sans nous. Je n'ai besoin de personne. Je suis fatigué de cette errance. Ce monde est pour moi, je le sais. Je veux m'y noyer, m'y dissoudre. Oubliez vos sales gueules et ce d'où je viens. Laisse-moi aller. Tous les mondes sont identiques, Sloan. C'est toi qui es noir, maudit. Tu ne partiras pas. Maudit. Tu ne comprends rien.
J'attends cet instant depuis toujours. Je suis malade et je veux vivre à nouveau. Entre ce visage et moi, il y a une chaîne éternelle. Je dois la rejoindre. Vous n'avez plus votre place là-bas. Vous ne cesseriez de me harceler. Pour cela, je dois vous tuer tous. Fou, tu ne peux rien sans notre force. C'est nous qui te détruirons. Tu as besoin de nous. Tu ne partiras pas. Seul, j'ai dit, seul Sloane possédera le monde de l'étoile. Je brûle mon vaisseau. Je ne reviendrai pas en arrière. Loup des étoiles, adieu. Mort pour m'avoir suivi. Vous qui vouliez tant la donner, cette mort. Oh Salambo, me voici. Mon étoile, ma destinée, ma vie. Non, il y a beaucoup de gens, même, il y a, je crois, sans arrêt des gens qui me disent, je suis passé par Métal Hurlant, mais il y en a eu tellement que je me souviens pas. Il me dit, ouais, vous m'aviez commandé un truc. Jacques Guamard, qui avait été mon prof auquel je ne rendais pas visite, un type qui s'appelait Stan Barès, qui s'appelait Temps Futur, une espèce de la science-fiction, avec Manœuvre, avec Pierre Benin, qui se faisait ses costumes lui-même, avec des boules de cheveux collées sur un espèce de parka en plastique, et Guamard avec sa cravate, sa Légion d'honneur et tout, et c'est ça que j'adorais à Métal. C'était cette espèce d'absence totale de cases. Moi, je trouvais normal que Willy DeVille, quand il vient à Paris, passe toujours par le bureau et qu'il demande où sont les toilettes parce qu'il a besoin de se faire un petit peu de se redresser la santé. C'est normal que George Lucas, qui nous aimait bien, qui disait j'ai reçu le premier. Alain Resnais, que je revois ces temps-ci, j'en suis très content d'ailleurs, que j'avais un peu perdu de vue, qui a été, je vais faire abonner Yves Montand. Et Resnais m'a dit il fallait lui prendre son chèque, il voulait payer, c'était normal. Et là, je me suis dit ça y est, on a trouvé quelque chose de particulier. Je trouvais tout ça normal. Je trouvais même normal que Maritier et Gilbert Carpentier viennent et disent faudrait que vous fassiez les décors de numéro 1. Un type qui avait fait pour l'instant qu'un film qui s'appelait Dueliste, qui s'appelait Ridley Scott, vient me dire mais pour faire le monstre qui. Ah bah j'ai lui, Giger. Et j'ai jamais pensé que je devais lui monnayer. C'est ce que je disais à Gilon, je dis tu te rends compte si on avait monnayé tout ça, on serait les maîtres du monde financièrement. Il dit ouais mais si t'avais été le maître du monde financièrement, t'aurais pas fait ce journal. Alors on n'en sortira jamais. Je crois que j'ai été un réceptacle magique du hasard à un moment précis. « 81, on s'est bien amusé. 82, c'était pas mal non plus. 83, 84, voilà. Jusque-là, c'était pas mal. Enfin, dans la vie et avec le journal. Je crois que Métal s'est arrêté en 87, de mémoire. Hein. C'est comme tout, hein, il y a des cycles, donc a priori, au bout de 10 ans, ça s'essouffle. Hein, c'est d'office, quoi. C'est clair que c'est comme 75, donc on peut supposer que 85, ça devait plus être tout à fait ça, quoi. C'est fou le bruit que ça fait cet ordinateur. En plus, ils avaient d'autres responsabilités. Manœuvre, Dionnet avait d'autres responsabilités à la télé, donc ils s'occupaient moins du journal. Mon histoire aurait pu s'arrêter là. Le temps qui s'étire en un éternel présent. Fondu dans le continuum, nourri des sels de la terre et de ses eaux profondes, absorbant le souffle du ciel et l'énergie du soleil, j'aurais pu ainsi être à l'infini. Mais un jour, un matin, une menace lente, rumeur qui s'amplifie, lourdement, insidieusement, inexorablement. Ils arrivent. Ils sont là. Les vaisseaux bloquent, les maisons machines, les cubes aux yeux aveugles, l'armée de béton et d'acier. Il faut croire que le naufrage attendu n'a pas eu lieu. Pendant que je dormais, ils m'entourent. Déjà, l'étau se serre,
Bientôt viendra le temps où ils monteront à l'assaut de mon roc. Mais j'ai encore ma hache. On avait vraiment une très très grande liberté. Moi et Jean-Pierre, à la fin, j'en étais même, j'en souffrais un peu parce que il me faisait tellement confiance qu'il lisait même pas mes BD. Je les amenais, ça partait direct dans un tiroir. Je dis, tu la lis pas? Il dit, oh, non, non. Et j'aurais préféré, c'est un truc qui lui a été reproché par la suite. On aurait préféré plus de dialogue. Au début, il y avait un vrai dialogue, mais à la fin, bon, surtout quand il a commencé à faire l'Impeccable. L'Impeccable, c'était une émission de télé, un peu dans le cadre des Enfants du Rock, avec Manœuvre. Ils étaient tous les deux animateurs. Et donc là, ils ont commencé à fréquenter les Lescure, De Greff et compagnie, à passer leur nuit chez Castel. Et donc, quand ils rentraient, ils étaient un peu décalqués. Ils passaient beaucoup de leur temps à dormir dans les bureaux dans la journée pour faire la fête la nuit. Je balance un peu. La fin de Métal Hurlant, c'est la faute à tout le monde et à personne. Il y a les problèmes de sous. On sait que la dette s'augmente. Je commence à devenir un peu paranoïaque et j'organise une espèce de dépôt de bilan foireux parce que j'ai peur que Gallimard nous transforme en autre chose que Métal Hurlant. Dionnet a eu la mauvaise idée de vouloir faire trois journaux au lieu d'un. C'est-à-dire qu'il a dit on va faire rigolo, on va créer rigolo pour tout ce qui est humour, Métal Aventure pour les histoires un peu d'aventure, bien comme son nom l'indique, et puis Métal Hurlant restera un journal de l'ESF. Et en fait, il a divisé son lectorat en 3, pour un coup multiplié évidemment par 3. En même temps, j'ai découvert le monde merveilleux de la nuit et des jolies créatures grâce aux Enfants du Rock. Et je me dis, attends, la nuit, je passe ma nuit à rigoler avec les Coconuts ou la soirée avec Vanity, qui était à l'époque la petite amie de Prince parce qu'elle est restée 10 jours de plus. Je vais passer 10 jours chez les Run DMC qui avaient arrangé une baraque en tôle au bord de l'Hudson River et tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Donc, mais je pense que quelque part, je sais que l'aventure est finie. Et puis bon, c'est toujours pareil, quand ça monte très vite, ça redescend aussi très vite. Donc je crois que tous ces paramètres ont fait qu'un jour, ça s'est cassé la gueule, quoi. Comme la nuit tombe un peu trop vite sur cet éditorial et sur le passage des petites écuries où s'allument les ampoules malades des forçats de la confection en face, quelques souvenirs reviennent. Arte Radio.com